Un samedi matin de février à Fribourg, dans la cuisine de la maison de quartier de la Coutellerie, des membres de l'association Récupération et des bénévoles préparent une soupe populaire. Puisque les restaurants ont fermé, notamment, on a beaucoup moins d'invendus des restaurants. Il y a tous ces légumes là. Alors là, c'est un don d'un paysan qui produit des patates. Il nous a donné 60 kilos de pommes de terre hier. Isabelle Porras, étudiante à la Haute École de Travail Social de Fribourg, se retrouve aujourd'hui bénévole aux côtés de David, le cuisinier de l'association. Puis on rajoutera de la crème et puis on rectifie l'assaisonnement à la fin. Stop, c'est tout bon. Cette soupe, on a mis les carottes et du romarin, parce qu'on avait déjà préparé des carottes, il nous en est resté. Et du coup, comme on veut éviter le gaspillage, avec cette soupe, on récupère et puis ça fait une bonne soupe pour tout le monde en fait. Je mets mes connaissances, mes acquis au service justement d'une association et puis ça fait un moment de partage aussi pour tout le monde. Et une soupe, c'est un moment de partage toujours. Alors on est content. La première chose que je ressens en fait en étant là, c'est surtout la présence aussi de cet élan très solidaire qu'on retrouve entre bénévoles. Les personnes viennent, prennent de leur temps libre le week-end pour cuisiner. Et c'est cette chaleur-là, en fait, que peut-être avec le Covid, on n'a plus eu depuis longtemps aussi, mais aussi d'aider sans rien attendre en retour. Ça forme quand même des belles dynamiques, en fait, je dirais. Jonathan Bugnon, responsable de l'association, vient rendre une dernière visite à l'équipe de cuisine avant la distribution de la soupe prévue le lendemain. Isabelle, c'est quoi là? Ouais, ça va, je suis à la plonge. Cool, excellent. Jonathan n'est pas un président d'association comme les autres. Ce père d'un petit garçon de 10 ans a vécu la précarité et il revient de loin. En 2020, ne pouvant plus payer son loyer suite à la perte de son emploi de barman, il se retrouve à la rue juste avant l'hiver. Au mois de mars 2020, il y a eu cette première vague. Finalement, confinement, tous les bars fermés, et c'était l'un de mes gagne-pains. Donc forcément, moi déjà que j'étais déjà précaire à la base, ça a fini de m'achever. Aujourd'hui, oui, je suis dans la précarité. C'est sûr que ça a basculé, là. J'ai plus d'appart, plus de boulot. J'ai souvent les mêmes fringues. Mais c'est comme ça, quoi. Des mois de galère, même pour se nourrir. C'est que de la débrouille. C'est aussi des poubelles, aussi, aller chercher dans certaines poubelles des repas complets, finalement. C'est dormir chez des copains, c'est être accueilli là où on peut. Surprise, qu'est-ce qu'on a? Ah, fromage d'Italie, à moins 50%, enfin moins 100% maintenant. On est à l'arrière d'un grand magasin de Fribourg. Et donc une surface commerciale où on peut acheter la nourriture dedans. Mais aussi on la trouve, hélas, dehors, dans les poubelles. Pendant longtemps, il s'est nourri avec ses aliments récupérés dans les poubelles. Finalement, grâce à la rencontre d'Isabelle Porras, Jonathan a trouvé un lieu provisoire où dormir et accueillir son fils. Isabelle? Hey, salut! Salut! Tu veux m'aider? Ah je te donne un coup de main. Ouais, merci. Donc moi, j'étais stagiaire ici depuis le mois d'août, dans cette maison de quartier en tant qu'animatrice. Et puis, au mois de novembre, Jonathan il m'a contacté par email, savoir si dans cette maison, il y avait la possibilité de dormir. Et puis, j'ai pu convaincre l'équipe de mettre à disposition en fait, la maison pour accueillir quelqu'un. Mais en contrepartie, j'ai demandé qu'il m'aide à monter un projet, en fait. D'où est venue l'idée, en fait, de la distribution alimentaire. Sans elle, moi, je ne serais pas là. On n'aurait jamais pu commencer ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire. Et grâce à elle, j'ai pu dormir ici et puis pas dehors, quoi. Le dimanche matin, sous la pluie, avec une température qui frise les 0 degrés, des dizaines de personnes attendent patiemment l'heure de la distribution alimentaire. On leur fait reculer tout, À quelques mètres de là, Jonathan donne ses dernières instructions aux bénévoles. Déjà beaucoup de monde et puis on est un peu scruté. Isabelle, responsable cuisine, on t'a donné le plan. Donc vous vous installez, donc ça fait ici hygiène, habits, mini-marché, 2 stands, cuisine et colis. Neuza. Allez-y, organisez-vous, merci. Pas facile de distribuer de la soupe à l'ère du Covid.
Tout d'abord, il faut respecter les distances sociales. Ensuite, pour éviter les rassemblements de foule, la soupe est servie froide et à l'emporter, avec toutes les mesures d'hygiène que cela implique. Bonjour madame, est-ce que vous aimeriez de la soupe? Voilà, avec plaisir. De la soupe? Oui? Super. La soupe, ouais, c'est... En tout cas, dans notre contexte, c'est cette résistance à l'individualisme. C'est un moment de partage exceptionnel. C'est une résistance à cette cosmétique des légumes, où on veut que des beaux légumes, on veut que ce qu'il y a de plus brillant, que ce qu'il y a de plus sans tache. Alors que finalement, ils sont aussi bons que les autres. C'est finalement plus de 50 litres de soupe qui seront distribués en quelques heures. Certains habitués reviennent chaque dimanche. Tu aimes la soupe? Tu te réjouis de prendre cette soupe? Ah, c'est très bon. Alors, C'est le goût, c'est très bon. Oui, je goûtais avec les pois petits, avec pommes de terre, avec carottes, avec tomates. C'est ça, c'est très très bon. C'est bonne cette soupe, vous avez l'habitude de venir chercher? Oui, et elle est super bonne, ils font super bien à manger en plus. On a créé bien plus que de nourrir les gens. Donc c'est une distribution alimentaire qui non seulement apporte à manger aux gens, mais de l'espoir, du réconfort, une entraide, une écoute. Il y en a, ils viennent se plaindre. Finalement, ils repartent peut-être un peu le cœur plus léger. Il y a la soupe qui réchauffe les cœurs et puis celle qui flatte le palais. Elle trône toujours au sommet de la carte des chefs étoilés, soupe chère et raffinée, mais là encore, plat de partage et d'amitié. Pierrot Ayer aime la soupe depuis sa plus tendre enfance. Nous étions 4 enfants et puis mes parents, 6. On était 6 en famille. Mon papa avait un jardin potager, puis on cultivait nos légumes nous-mêmes. Puis la soupe, j'appréciais bien la soupe. Puis c'était un bon repas du soir, accompagné peut-être d'un bout de fromage ou de certaines choses toutes simples. Ce grand chef étoilé nous a reçus dans sa cuisine pour nous dévoiler sa bouillabaisse de homard, Saint-Jacques et langoustine, qu'il vend à l'emporter 69 francs par personne. Pas tout le monde peut se permettre une bouillabaisse ou revisiter comme celle-là. Pas tout le monde peut se permettre, je veux dire, dans leur porte-monnaie ou comme ça. Après, je veux dire, la soupe, c'est un plat très important, c'est un plat du peuple, c'est un plat qui a nourri beaucoup de personnes. Et puis c'est aussi un plat de partage, un plat d'amitié, un plat de partage. Le mot principal, c'est le partage. Dans tous les pays, il y a un potage qui ressort, c'est des spécialités de chaque pays. Il y a le borsch polonais, il y a la goulash hongroise, il y a la minestrone, la boussecca pour l'Italie, et diverses soupes. Le gazpacho pour l'Espagne, et puis ça, c'est des soupes qui sont très importantes aussi. J'ai deux points de vente, le Petit Pérol, où je fais de la bistronomie, où on sert tous les jours des potages du jour, des crèmes. Et là, les gens, je veux dire, par rapport à l'offre, la salade ou le potage, les gens partent 60% sur le potage, sur les crèmes. Et puis après, au niveau du restaurant, on introduit aussi quelques crèmes, quelques soupes pour apporter un peu de chaleur, un peu de bonheur aux gens aussi. Et puis souvent, dans les exemples, quand vous avez une bonne crème de topinambour, une crème de pommes de terre accompagnée d'un petit rideau, d'un œuf fumé, c'est souvent le plat qui ressort le premier, qui ressort parce qu'il y a des souvenirs, il y a des choses réelles qui reviennent et puis ça apporte vraiment du bonheur aux gens. Et touché par le travail de récupération qu'on a vu tout à l'heure, Pierrot Ayer nous signale qu'il a fourni près de 100 litres de soupe à l'association dont vous trouverez les coordonnées sur notre site internet. Du côté des grandes surfaces maintenant, les soupes ont la cote. La tendance du moment, des produits de plus en plus proches du fait maison. De nos jours, les soupes prennent de plus en plus de place dans les rayons de nos magasins d'alimentation. La soupe, c'est un produit très populaire qui marche bien, surtout dans ces temps maintenant, à la fois de confinement, de crise sanitaire, mais aussi en hiver. Alors il y a toutes les formes possibles. Il y a la forme lyophilisée en sachet où il suffit de mettre de l'eau bouillante dans une tasse. Et puis il y a le développement de plus en plus de soupes ultra fraîches. Et puis là, forcément, on arrive à des goûts qui se rapprochent de ce qu'on peut faire à la maison. Des soupes fait maison à Migros-Valais, on trouve celles des frères Chaumel. Fabriquées avec des produits locaux, elles s'inscrivent parfaitement dans le label de la région.
Originaires de Lyon, les Chomel se sont installés en Valais il y a un peu plus de 20 ans. Nous avons rencontré François Chomel à Martigny, dans le laboratoire où il crée ses nouvelles recettes. L'idée de faire des soupes, elle est très simple. Dans notre famille, on a toujours fait des soupes. Ma grand-mère avait un hôtel-restaurant et notre grand-mère fabriquait des soupes, fabriquait des conserves. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être reprendre ces idées. Qu'est-ce que vous faites, François, là? Alors là, on est en train de préparer les nouvelles soupes pour l'année prochaine. On fait les tests, c'est les soupes patates douces carottes en test. Principal distributeur des soupes Chomel, Migros Valais donne-t-elle des directives pour l'élaboration des recettes? Il y a une discussion avec le fabricant, avec François Chomel en l'occurrence, et puis les personnes responsables des achats chez nous. On les teste, on les goûte, on se met d'accord sur un goût ou sur une recette qui nous plaît. Et puis ensuite, c'est vraiment la recette de Chomel qui nous livre ses soupes et c'est lui qui en est maître. Alors on n'a aucun additif, aucun colorant, aucun stabilisateur. C'est uniquement du légume, de l'assaisonnement et de l'eau. Avec des prix autour de 10 francs le litre, n'est-ce pas un peu cher pour une simple soupe? Si on compare effectivement à des soupes en sachet ou des soupes en briques, le prix est différent, mais l'approche également. Ici, on a un produit qui est complètement artisanal. On a des produits ultra locaux et on ne peut pas vraiment faire la comparaison avec une production industrielle qu'on peut trouver avec d'autres marques. La maison Chomel, pour améliorer sa productivité et sa visibilité, a trouvé un partenaire plutôt inattendu. Depuis le début de l'année, nous sommes associés avec la maison Morand, qui nous aide pour toute notre logistique, pour tout l'agrandissement et le développement de nos produits. Salut Fabrice. Salut François. Comment vas-tu? À la forme. Alors ça marche un peu ces soupes là depuis que vous avez fait ce mur là? Écoute, on est très content de les avoir intégrés à notre assortiment ici à la boutique. Ça va nous permettre de nous développer à grande échelle, de pouvoir aller sur d'autres marchés qu'on n'arrive pas à faire seul. Je sais que tu es en train de travailler sur des nouvelles recettes, donc je me réjouis beaucoup de les tester. C'est un produit qui est dans l'air du temps. Les gens en consomment sur leur lieu de travail, mais aussi à la maison. S'ils sont en home office, ils sont aussi contents parfois d'avoir des plats qui sont prêts et qu'il suffit de réchauffer. Donc pour nous aujourd'hui, si on a un produit naturel qui répond à des normes de qualité, avec une belle recette, je pense qu'on a vraiment des chances de succès sur le marché suisse. Moi, j'aimerais pouvoir distribuer mes soupes un peu plus loin que le Valais. Parce qu'on reçoit avec les réseaux sociaux, les mails, on reçoit beaucoup de demandes de gens qui sont sur Genève, qui sont sur Zurich. Actuellement, on est en train de travailler au développement aussi de la vente en ligne de nos produits qui seront prochainement distribués sur le site de la Maison Morand. Une autre soupe, 100% naturelle, que l'on peut trouver au rayon frais des magasins Migros, Manor et Coop, c'est la soupe Green Shoot. D'une toute autre taille que la maison Chomel, cette entreprise distribue ses soupes également en France et en Belgique. Nous nous sommes rendus au siège de cette société en région parisienne, à Boulogne-Billancourt, pour y rencontrer son fondateur, Julien Ponce-Blanc. Notre rencontre commence par un petit tour de marché dans le quartier voisin. Je coupe le vert, du poireau. Ok, vendu. Des beaux panés là-bas, s'il vous plaît. Panés, s'il vous plaît. J'en voudrais deux beaux. Fondé en 2005, Green Shoot emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes. Julien Ponce-Blanc, petit-fils de boulanger et de vigneron, adore la soupe depuis son enfance. Et il n'hésite pas à enfiler le tablier lorsqu'il faut élaborer une nouvelle recette pour la collection Automne-Hiver 2022. En amoureux des soupes, il a même écrit un journal intime avec ses recettes très personnelles. Voilà. Je suis en train de casser des noisettes, voilà, parce que je prépare un velouté avec du céleri, du panais et des noisettes. Le marteau, c'est souvent utilisé Alors, non, là, en l'occurrence, le marteau est en dépannage car le casse-noisette a eu un petit souci récemment, voilà. Il est très nécessaire d'être précis, voire même très précis dans les dosages que l'on fait, parce que donc c'est une chose de faire la recette en cuisine,
mais c'en est une autre quand on porte à l'échelle industrielle dans les plus grosses quantités. Si jamais on a fait une erreur, ne serait-ce parfois que de quelques grammes sur un ingrédient, eh bien ça peut avoir des conséquences très importantes lorsqu'on réalise la recette en grande quantité. En parlant de recettes, qu'en est-il de la recette financière des soupes Green Shoot? Sur une valeur nominale, on va dire de 100% de coût de revient, on va avoir environ 65% qui passent dans les ingrédients du produit. On aura ensuite 15% de coûts consacrés au façonnage, c'est-à-dire industrialisation du produit, différentes charges, électricité et autres. Ensuite, on aura 10% donc qui seront consacrés au coût de l'emballage environ. Et enfin, 2 autres postes de 5% respectivement, qui sont le coût de marketing et promotion, et bien sûr, sans oublier le transport, puisqu'il faut bien amener les produits jusqu'au consommateur. Donc une fois que nous avons livré notre produit au distributeur, chaque enseigne, en fonction de son positionnement et de sa clientèle, décide d'avoir sa propre marge qui peut aller de 20 jusqu'à 50%. Et c'est bien sûr eux qui décident de positionner le curseur. Dans nos magasins en Suisse, ces soupes sont vendues autour de 7 francs le litre. Alors la soupe est plutôt, je dirais, ces dernières années en plein essor. Donc on est sur un marché de croissance à partir du moment où, de manière générale, l'appétence pour le végétal s'est beaucoup développée ces dernières années pour les consommateurs. Tu vois, on a ce Nutri-Score ici, qui est là. J'ai vu que sur certaines autres marques, ils le mettaient sur l'autre face. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous avons fait 22% de croissance sur le marché suisse en 2020. À propos, quelles sont les soupes qui se vendent le mieux en terre helvétique? Les Suisses ont d'abord un palais assez éduqué, donc ils apprécient les variantes de saveurs, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Après, je peux vous dire que pour ce qui concerne notamment des soupes de carottes ou de petits pois, ce sont des produits qui sont très appréciés, et également la soupe de tomates. Et on signale encore ce livre, Journal d'un amoureux des soupes, de Julien Ponce-Blanc, qu'on vient de voir à Paris. Des recettes sous forme de journal intime avec la soupe fin de mois difficile ou la soupe tiède après le dentiste. La soupe pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Il y a bien sûr les vertus des légumes, mais attention, les préparations industrielles sont parfois gorgées de sel et autres produits bien peu recommandables. On coupe un peu cela encore un peu plus petit. Préparer une soupe en famille apporte un moment de plaisir et de partage plus grand que de réchauffer une soupe du commerce. C'est vite, hein ? Mais une soupe faite maison est-elle vraiment meilleure que les industriels en termes de nutrition? D'une manière générale, les soupes qui sont fraîches, elles ont des teneurs en légumes qui sont comparables à la soupe qu'on peut faire maison. Et dans la soupe maison, on a aussi à peu près 50% de légumes, ce qui est le cas dans ces soupes en briques. Donc j'ai été surprise en bien par rapport à la teneur en légumes. Par contre, elles sont très salées, donc je ne recommanderais pas d'en consommer au quotidien. En moyenne, celles qui sont en briques ou fraîches, elles sont à peu près à 0,6. Mais il y a des soupes comme celle-ci, par exemple, où on est à 0,9 grammes par déci. Et donc, sur un emballage de 300 grammes, on est à plus de la moitié des 5 grammes maximaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé par jour. En ce qui concerne les ingrédients, peut-on se fier aux photos présentes sur les emballages? Ça vaut la peine de retourner l'emballage et puis d'aller regarder les ingrédients précis. Il y a des emballages où on voit, par exemple, tous ces légumes comme ça qui ont l'air très abondants. Et puis quand on regarde la liste des ingrédients, les oignons, par exemple, il y en a très très peu. Il y en a une où le premier ingrédient, c'est du jus de tomate, par exemple, alors que sur l'emballage, on dirait une crème de courge. Et dans la loi suisse, les ingrédients doivent être dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que le premier, c'est toujours celui qui est le plus présent dans le produit. Et puis en fin de liste, vous avez ce dont le produit est le moins composé. Donc c'est intéressant d'avoir les légumes en début de liste et puis le sel plutôt en fin de liste. On a une soupe par exemple ici. Si on regarde les ingrédients, c'est plus de la moitié, c'est de la farine. Ensuite il y a du sel. Et puis le troisième ingrédient, c'est de l'huile de palme. Donc cette soupe-là par exemple amène quasiment aucun intérêt nutritionnel. Peut-être que ça réchauffe et puis que ça fait plaisir, mais... Et qu'en est-il des vitamines ? Ce qu'on peut d'abord dire, c'est qu'on n'a aucune indication sur les emballages de la teneur en vitamines. De manière générale, dans les fruits et les légumes, il y a de la vitamine C,
qui est très sensible à la chaleur. Donc là, vraisemblablement, on ne va pas du tout retrouver de vitamine C dans ces soupes. Par contre, on va peut-être retrouver du bêta-carotène, de la vitamine B2, de la vitamine B9, qui sont des vitamines qui sont importantes pour le fonctionnement du corps. Les filles à table! À titre personnel, j'achète pas forcément ce genre de soupe. Ça peut me dépanner si j'ai pas le temps de faire des légumes, mais je préfère quand même la soupe maison avec des légumes frais et de saison. Trop bien. Il est de retour, les mains pleines de résultats sortis tout droit du labo. Le plaisir de retrouver Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir Linda. Alors, vous avez fait analyser la teneur en sel de 16 soupes à la tomate. Pourquoi aller chercher du sel dans les soupes? Il faut voir que la soupe, c'est quand même le 4e aliment qui contient le plus de sel après le pain, le fromage et la viande. D'accord. Et donc, on va commencer par les produits vraiment très salés. Oui. 3 grammes dans cette soupe prix garanti de la COP, 3 grammes sur une portion calculée de 250 millilitres, un bol quoi. Hein. Ensuite, on a 4 produits qui contiennent entre 2,5 et 2,3 grammes de sel, toujours pour une portion. Et puis là, on a un groupe qui contient 2,2 et 2 grammes de sel pour une portion de 250 millilitres. Ensuite, on a le petit groupe des soupes moyennement salées. Oui, et on part de 1,9, 1,8 grammes. Et puis pour terminer, celles qui ont une teneur en sel relativement faible. Exact, 1,5 grammes pour celle-ci, 1,3 ici, et puis celle-là contient 1 gramme de sel, c'est la soupe de tomate du Grand Saint-Bernard. Un produit qu'on a vu dans le reportage. D'ailleurs, Stéphane, est-ce qu'il y a une différence entre les soupes en sachet et puis les soupes liquides? On le voit ici, hein, les 3 plus chargés sont les soupes en sachet. En moyenne, sur les produits qu'on a achetés, on a 2,3 grammes de sel pour une portion dans les soupes en sachet, alors qu'on a 1,9 grammes dans les soupes liquides. Une différence assez nette. Alors, l'histoire du sel dans les soupes, ce n'est pas nouveau. Migros assure d'ailleurs s'engager dans un processus de réduction de la teneur en sel de ses produits. On écoute son porte-parole. Le sel, ça donne du goût, c'est un exauceur de goût. Donc c'est clair que les produits salés plaisent. On a notre propre industrie, nos propres marques, donc on a une responsabilité. La responsabilité de réduire le taux de sel qui est consommé par les Suisses et les Suissesses, qui est un peu trop haut. On participe aussi avec la Confédération à des programmes, on a fait des promesses de réduction du sel. Alors bien sûr qu'on ne peut pas réduire simplement de 50% le sel, ça ne sert pas à grand chose de dire produit sans sel, youpi, achetez-le, parce qu'il ne va pas forcément être vendu ce produit-là. Mais on peut toujours réduire de manière très minimale, comme exactement on fait avec le sucre ou la graisse dans certaines recettes, pour que ça ne se remarque pas. Ça tombe bien, il y a 10 ans, ABE avait déjà fait analyser la quantité de sel dans des soupes à la tomate. Alors Stéphane, ce que dit la Migros, c'est vrai ou c'est faux? Moitié-moitié, comme la fondue. Annas Best, c'était la même quantité de sel, hein, 1,8 grammes. Par contre, la soupe Bon Chef a baissé de 2,4 à 2 grammes, toujours pour une portion. Et de manière générale, comment est-ce que ça a évolué depuis 2011? Alors, sur les exemplaires qu'on a achetés, hein, ce n'est pas l'entier du marché, on avait 2,1 grammes de sel en 2011 pour une portion. On est descendu à 2 grammes. Les soupes en sachet ont pris, par contre, 1/10 de gramme, alors que les soupes liquides ont baissé de 2/10 de gramme. Ouais, donc pas de baisse partout. Que répondent les entreprises? Alors, COP dit limiter depuis longtemps le sel dans tout ce type de produit, mais bien sûr, il y a toujours le goût du consommateur qui est invoqué à un certain moment. C'est aussi ce que disent Aldi et Lidl, qui se réfèrent à un code d'usage pour les bouillons et les consommés, un code développé par l'industrie qui dit qu'il faut 2,75 grammes de sel par portion pour satisfaire le consommateur. On a enfin Globus qui nous répond que la teneur en sel des aliments doit être aussi faible que possible, mais aussi élevée que nécessaire. Globus qui a le sens de l'humour. En tout cas, c'est un sujet d'actualité. La Confédération met la pression sur les producteurs en ce moment. Exactement. Le département fédéral des affaires intérieures nous annonce que des discussions vont avoir lieu courant mars avec les entreprises, qu'un inventaire des quantités de sel dans les soupes a été fait et c'est l'Office fédéral de la sécurité alimentaire qui va mener ce projet jusqu'en 2024 avec d'autres produits d'ailleurs dans l'objectif de diminuer le sel dans les produits. Rendez-vous est pris pour 2024, exact. Donc merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler de masques, c'est ça? Je crois, oui. Merci beaucoup Stéphane et en attendant, vous trouverez le détail de ce test sur les soupes sur notre site abe.ch.
Mange ta soupe, ça fait grandir. Scientifiquement, ce n'est pas garanti, mais c'est ce qu'on répète aux enfants depuis des générations pour leur faire avaler des moulinets de légumes. Des enfants plutôt exigeants, petit clin d'œil. Pour cette petite démonstration, nous nous sommes rendus au café-restaurant de l'Odéon à Genève. Nous avons demandé à son patron, Benjamin Garin, de nous préparer sa célèbre soupe de légumes dont lui seul a le secret. Face à lui, 4 soupes de légumes industrielles achetées dans le commerce. Une soupe lyophilisée, une en boîte, une en sachet et une stérilisée en bocal. Pour arbitrer ce match, nous avons fait appel à 3 juges, petits mais impitoyables. Car comme nous le rappelle Mafalda, l'héroïne du dessinateur argentin Quino, beaucoup d'enfants n'aiment pas la soupe. Est-ce que tu aimes la soupe? Non, Pourquoi t'aimes pas la soupe? c'est un goût bizarre. Tu l'aimes? Oui, Pourquoi? je sais pas. Pourquoi t'aimes pas la soupe? Je sais pas, c'est un goût bizarre pour moi. Face à ce jury très exigeant, comment notre chef va-t-il s'en sortir? Une bonne soupe pour les enfants, c'est peut-être un légume qu'ils n'aiment pas habituellement, qu'on essaie de transformer en soupe pour qu'ils ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas manger habituellement. Tout de suite, commençons avec la première des soupes, qui est un potage agrémenté de petites pâtes en forme d'animaux. Et voilà la première. Et voilà. Elliot, tu la trouves comment cette soupe? Bon, Qu'est-ce que tu y trouves bon? les pâtes. Et toi? Elle est bonne. Toi, Paul? Elle est bonne. C'est les pâtes qui sont bonnes. Pour continuer, nous avons une minestrone au concentré de jus de tomate et haricots borlotti. Moyen. Mais j'aime un peu. J'aime pas. Je trouve que c'est un drôle de goût. Ça va. J'aime bien. Un moulinet de légumes aux carottes, céleri et poireaux. J'aime pas. C'était un petit peu purée. Comme de la purée de pommes de terre. C'était pas trop la matière de la soupe. C'était chaud et j'ai pas aimé. Avant-dernière soupe, une crème de légumes aux carottes, tomates et petits pois. Je l'ai pas aimé parce que pour moi ça avait un peu le goût de la carotte. Elle a un goût bizarre que j'aime pas trop. Mais c'est bon, ça va. J'ai pas très bien aimé, mais ça va. Et enfin, la soupe maison de Benjamin. Mais qui va l'emporter? Ah, c'est autre chose. Suspense. Ivana, elle t'a plu? Oui. Qu'est-ce que t'as aimé dans cette soupe? Je sais pas, le goût. Elle était bonne. J'ai pas aimé. C'est finalement le potage lyophilisé aux petites pâtes en forme d'animaux qui décroche la première place du podium devant la soupe maison de Benjamin. J'aurais aimé qu'ils adorent cette soupe, mais après, voilà, c'est au goût de chacun. C'est au goût de chacun. Je fais quand même un bon score. Hein. Je suis pas le premier, mais peut-être si je mettais des pâtes dedans, ça les aurait peut-être un peu plus attirés. Mais on est quand même à un bon niveau. Surprise ou soupe? Surprise. Un jury beaucoup moins difficile quand il s'agit de gâteaux au chocolat. Voilà, vous êtes informés. À vous de choisir. Il y a le contenu de nos assiettes et puis il y a le contenant. Même la meilleure des soupes peut se retrouver polluée par un mauvais récipient. C'est le pas de côté de notre chroniqueuse écolo, Leïla Rely. C'est quoi encore le problème avec les soupes?
De bons légumes de saison, de l'eau et un assaisonnement adéquat, il n'en faut pas plus pour faire une soupe qui tienne la route. Mais il arrive que des ingrédients viennent sournoisement s'ajouter ou velouter sans qu'on ait rien demandé. Ah, les fameux ingrédients magiques qui font grandir les enfants plus vite? Non, là t'es à côté de la plaque. Aujourd'hui, je te parle d'un phénomène peu connu, la migration du plastique de contenant à contenu. Briques, conserves ou pots en plastique, tous ces contenants dans lesquels sont généralement vendues les soupes peuvent comporter un risque de contamination. Et tu l'auras deviné, ça ne concerne pas uniquement le rayon soupe, mais presque tous les produits alimentaires emballés. Mais comment ça? Quelle soupe me sers-tu là? On peut citer 4 facteurs principaux qui favorisent cette migration du contenant au contenu. Le temps, le gras, l'acidité et la chaleur. Le temps. Plus longtemps un produit est en contact avec le plastique, plus le taux de contamination serait élevé. Bouteilles en PET, berlingots, mais aussi canettes et boîtes de conserve dont l'intérieur est laminé par une résine synthétique sont quelques exemples de contenants pouvant contaminer boissons et aliments. Le gras. Un fromage emballé dans du cellophane, de la charcuterie en barquette ou même certaines crèmes cosmétiques conditionnées dans du plastique figurent parmi les nombreux produits exposés à la contamination en raison de leur forte teneur en graisse. L'acidité, jus de fruits et soda en particulier, mais presque tous les produits emballés dans du plastique qui contiennent des acidifiants, comme certains potages, sont aussi concernés. Et finalement, la chaleur. Les plats réchauffés au micro-ondes dans des boîtes ou barquettes en plastique, les boissons chaudes vendues en gobelets jetables, même ceux en carton car ils sont recouverts d'une fine pellicule de plastique, sont également des sources de contamination. Et même l'eau pour ton bouillon lyophilisé chauffé dans ta bouilloire en plastique n'y échappe pas. Oui, ok, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, mais j'ai pas le temps de faire la popote, moi. T'as une solution? C'est clair que rien ne vaut le fait maison, mais je te rassure, on trouve de plus en plus de soupes vendues dans du verre, que ce soit dans le commerce ou la restauration. Allez, tu peux ranger ton chaudron. Vous êtes au feu rouge, votre moteur se coupe automatiquement et il se remet en marche dès que vous appuyez sur les pédales. En bon français, on appelle ça le système Start and Stop. Pratique quand ça marche, mais parfois le système se désactive tout seul. Lisons Méric. Je m'appelle Francis Costiou et je suis client chez Peugeot depuis une bonne vingtaine d'années. 20 ans de fidélité au même constructeur de voitures, on ne voit pas ça tous les jours. Mais avec son dernier modèle, Francis Costiou a constaté un phénomène qui lui déplaît beaucoup, au point de nous écrire pour nous faire part de son étonnement. J'ai eu un problème depuis 2 ans que j'ai mon véhicule. À chaque fois que je dépassais la date de service, j'avais le start and stop qui ne fonctionnait plus. Et quand je récupérais mon véhicule après le service, le start and stop fonctionnait de nouveau. Ce système Start and Stop équipe aujourd'hui la plupart des modèles de voitures et le conducteur s'aperçoit d'ailleurs à peine de son fonctionnement. Pour en comprendre le principe, nous avons sollicité une jeune blogueuse automobile. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis la créatrice du blog et de la chaîne YouTube lamécaniquepourlesfilles.com qui réunit plus de 10 000 abonnés sur YouTube. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un basique sur l'entretien de sa voiture, faire les niveaux, tirer délicatement. Un blog pour expliquer le fonctionnement d'une voiture avec des mots tout simples. Alors, le Start and Stop, comment ça marche ? Alors le système Start and Stop, c'est un système électrique qui équipe les voitures aujourd'hui et il a pour but de couper le moteur lorsque la voiture est à l'arrêt. Donc si vous êtes au feu rouge pendant plus de 5 secondes, le moteur va se couper automatiquement sur votre voiture et il va redémarrer également automatiquement si l'automobiliste appuie sur la pédale d'embrayage. Ce système nécessite d'avoir une technologie adaptée sur sa voiture. Donc, par exemple, vous avez des batteries qui sont spécifiques pour alimenter ce système électrique. Vous avez des démarreurs renforcés aussi. Et vous avez énormément de capteurs électroniques pour pouvoir que ce système fonctionne pleinement. J'ai d'abord demandé au garage qui a fait le service et au garage chez qui j'ai acheté mon véhicule la raison pour laquelle le Start and Stop se désactivait. On m'a confirmé les 2 fois qu'il n'y avait aucun défaut dans le Start and Stop et que le Start and Stop, enfin le non-fonctionnement du Start and Stop était dû au fait que j'avais dépassé ma date de service.
Pour moi, c'est un système auquel je tiens, parce que ça permet de limiter la consommation de mon véhicule, donc je pense de la pollution qu'il génère. Et j'estime avoir payé lors de mon véhicule pour cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, nous avons dérangé un garagiste, un vrai cette fois. Je suis Valentin Parent, responsable de l'atelier donc au garage Peugeot GEM SA depuis maintenant 7 ans. Alors pourquoi désactiver le start and stop à la date du service? C'est normal, c'est des sécurités au niveau du moteur, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un moteur est complètement lubrifié par l'huile. Quand vous arrêtez un véhicule une fois, 2 fois, ça peut jouer. Par contre, dans un embouteillage, elle peut se couper 30, 40, 50 fois, c'est énorme. Et avec une huile qui n'a plus les bonnes propriétés, à ce moment-là, ça peut endommager le moteur. Donc c'est pour ça qu'il se coupe. Un point important également pour le service, ce qui se passe avec des véhicules maintenant équipés de stop and start, on ne peut plus changer la batterie soi-même, puisque déjà, dans un premier temps, c'est des batteries spéciales, c'est des batteries à décharge lente. Et quand on les installe sur les véhicules, comme on voit sur le véhicule juste derrière là, on doit les réinitialiser avec l'ordinateur. Sans ça, le calculateur de la voiture ne comprend pas le changement et ne fonctionnera pas. C'est Volkswagen avec sa Polo E qui lance le premier système Start and Stop en 1981, réponse à la crise pétrolière, pour économiser le carburant. Fiat lui emboîte le pas avec la Regatta en 1984. Et en 1998, Citroën lance son propre système sur la Xara Dinalto. Cette disposition rend possible des nouvelles fonctions, comme par exemple la coupure automatique du moteur pendant les arrêts du véhicule et son redémarrage instantané. Aujourd'hui, tous les constructeurs s'y sont mis et annoncent jusqu'à 10% d'économie de carburant, mais faut-il les croire? Luca Maillard, responsable de projet écomobiliste à l'ATE. Selon mes recherches, on parle plutôt de pourcentage entre 1% et 5%. En trafic urbain, ça pourrait être un petit peu plus, mais sur une moyenne, c'est inférieur à 10%. C'est un petit pas pour l'homme. C'est un petit pas pour la voiture, encore bien insuffisant, et vraiment la réduction du trafic en général est nécessaire, devient vraiment de plus en plus urgente. C'est marqué nulle part sur sur la notice du véhicule qu'une fois dépassé la date limite de service, le start and stop ne fonctionnerait plus. Je ne comprends pas trop quel est le besoin du fabricant de désactiver le start and stop. Peut-être d'inciter les gens à faire leur service vraiment dans les délais impartis, sans avoir plus aucune liberté de choix de la date de son service. À noter que Peugeot précise que le client peut demander la réactivation du start and stop sans effectuer le service, mais que cela se fait à ses risques et périls. L'actualité conso ne s'arrête jamais et elle garde l'œil rivé dessus. Bonsoir Viviane Gabriel. Bonsoir. Alors, au programme ce soir, des échantillons dans les boîtes aux lettres, des gargouilles pour laver le linge et des impôts avec cette question liée au Covid. Est-ce qu'on a droit à des déductions si on a alloué une pièce de son appartement au télétravail? Alors, à Genève, non. Un téléspectateur l'a appris à ses dépens et aussi à sa grande surprise puisqu'il pensait remplir toutes les conditions. Selon le guide fiscal, il est possible de déduire une partie de son loyer si on a occupé une pièce uniquement dédiée à l'activité professionnelle. Alors, pourquoi ce monsieur n'a-t-il pas eu droit à cette déduction? Alors, explication de l'administration, le télétravail, c'est l'occupation durable d'une pièce spécialement aménagée. Et avec la pandémie, on a une occupation provisoire. Donc, tout tient vraiment à ce mot durable. Oui, qui était absent du guide papier, qui a fait son apparition depuis sur les supports numériques. Alors, vous avez soumis ce cas à une avocate fiscaliste. On l'écoute. On peut quand même être extrêmement surpris et se poser des questions par rapport à cette pratique modifiée ou en tout cas durcie par le fisc genevois, en particulier cette notion de durabilité qui n'existait pas à proprement parler auparavant et qui ne repose pas sur une nouvelle disposition légale ou une nouvelle jurisprudence du tribunal fédéral. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre cette notion d'occupation durable? Est-ce que c'est 2 mois, 3 mois, davantage?
on devrait poser plutôt la question au fisc genevois, puisqu'on ne comprend pas exactement ce qu'ils entendent par là, surtout que les déductions pour les frais de bureau au domicile sont des déductions qui sont assez difficiles à obtenir de tout temps. Donc il ne semble pas utile, disons, de compliquer les choses plus qu'elles ne le sont déjà à la base. Cela vaut la peine et ça mérite d'avoir, je dirais, une décision, quitte à monter, je dirais, devant un tribunal qui, à mon sens, devrait prendre en considération le Covid et le fait qu'au final, le télétravail est toujours obligatoire. Alors, en tout cas, à Genève, le raisonnement, c'est qu'il n'y a pas de frais engendrés par le travail à domicile. La pièce existe avant la pandémie et retrouve son affectation privée après. Et dans les autres cantons romans? Alors, les cantons de Neuchâtel, Berne et Jura, eux, admettent une déduction à certaines conditions. Et à part ça, vous nous avez apporté votre petit panier, je suppose. Voilà, il arrive. Avec, cette semaine, de la bière sans alcool, du chocolat et puis du riz. Du risotto, oui. 3 produits que vous pourriez retrouver dans votre boîte aux lettres sous forme d'échantillons, à condition que vous n'ayez pas la mention publicité non merci. Alors, ce que la Poste a y gagné, finalement, c'est un peu de revenus, parce qu'évidemment, elle facture ce service, un service qui peut être ajusté selon des critères tels que la zone de distribution, ville ou campagne, ou même le type d'habitation. Et donc, la Poste aide à cibler les ménages. Si on veut y échapper, est-ce que le classique publicité non merci reste efficace? Oui, assure la Poste. C'est un bon moyen d'échapper à plus d'1 milliard de publicités quand même chaque année. Plus de la moitié des ménages l'ont adopté. Et puis, il y a encore ce petit paquet, voilà, qui se dit être l'alternative saine, écologique et plus efficace qu'une lessive traditionnelle. C'est-à-dire? Ça s'appelle une gargouille. Ce petit bruit de maracas que vous pouvez entendre, c'est à cause de petites billes qui sont à l'intérieur. Ça se met directement dans la machine et ça crée une eau alcaline censée nettoyer le vêtement. Et donc, effectivement, c'est des boules qui se réutilisent. Est-ce que ça fonctionne? Alors, j'ai essayé avec du ketchup. Expérience concluante en l'occurrence, mais ce n'est pas si simple que ça. Selon un laboratoire indépendant que nous avons contacté, on ne peut pas compter sur ce type de produit pour des tâches très incrustées, pas beaucoup plus efficace que de l'eau. Et puis surtout, ça ne suffit pas à venir à bout des bactéries. Et au niveau de l'empreinte écologique? Alors, plus faible que celle d'une lessive classique. Par contre, impossible de vérifier la durée de vie de ce produit sans test. Alors, ce produit fait beaucoup parler de lui en ce moment sur les réseaux sociaux, avec une pub qui a déjà fait environ 1 million de vues. Extrait. Sérieusement, c'est encore permis ces trucs-là. Tous les ans, ces bidons de lessive représentent 50 millions de tonnes de déchets plastiques qu'on envoie dans des décharges à l'autre bout de la planète parce qu'on n'a pas les structures pour gérer nous-mêmes le problème. C'est une des substances les plus toxiques qu'on retrouve dans chaque ménage. Il n'y a pas moins de 55 ingrédients toxiques dans les lessives traditionnelles. Alors, chiffre vertigineux, 50 millions de tonnes de bidons envoyés à l'autre bout du monde. Viviane, est-ce que c'est vrai? Alors, ce chiffre, malheureusement, personne n'a pu ni me le confirmer, ni l'infirmer. En revanche, la Suisse ne fait pas partie des pays qui exportent massivement des déchets en plastique. On en brûle 80%, on n'en recycle qu'une petite partie. La lessive qui contiendrait 55 produits toxiques, info ou intox? Alors attention avec ces petites têtes de mort qu'on voit dans la publicité, qui sont utilisées quand il y a un risque mortel et qui ne figurent pas sur les bidons de lessive. On a un autre sigle qui veut plutôt attirer l'attention sur des risques d'allergie ou d'irritation. Et puis, last but not least, les économies promises, est-ce qu'elles sont réalistes? Alors, réalistes, elles sont un petit peu exagérées, que ce soit en termes de quantité de lessive économisée ou en termes d'argent. On part de 1 040 €, soit environ 1 100 francs suisses. Selon nos calculs, avec une lessive comme celle-ci, qui n'est pas la moins chère du marché, on est plutôt autour de 750 francs. Merci beaucoup Viviane et très belle soirée à vous. Merci.